bonjour à toutes et à tous. Je salue bien évidemment mes collègues du Conseil régional de Bretagne, Anne-Marie et Gwenegan, et bien sûr Gaëtan. Vous dire que presque tout a été dit à travers l'intervention de Gilles et du collègue de Lorient. Vous avez à peu près dit ce que j'allais dire, à savoir que la question de l'eau en Bretagne, c'est une question qui appartient exclusivement aux Bretons. Puisqu'on a de la chance ici, dans cette région, c'est que toute l'eau qui tombe ici s'infiltre ici, s'écoule ici et se jette ici. Et alors, évidemment, aux limites, tu me pardonneras. Donc la responsabilité des Bretons et des Bretonnes, elle est totale. Alors la chance ou la malchance qu'on a eue, ça dépend comment on analyse la situation, c'est qu'on est en plus sur le massif armoricain, qui est un socle particulier puisqu'il n'y a pas d'eau souterraine en Bretagne, ou si peu. Et finalement, à la différence d'autres régions de France, 80% de l'eau qu'on utilise ici, c'est de l'eau de surface. Et 20% des eaux souterraines. Alors que dans les autres régions de France, c'est l'inverse. Mais tout simplement parce qu'on a un sous-sol qui est particulier, qui est plus sensible. Et donc il réagit sans doute plus vite. Et avec des nappes beaucoup moins profondes et beaucoup moins importantes. Troisième problème qu'on a eu en Bretagne, après-guerre, sortir d'une agriculture très pauvre, une région très pauvre, industrielle, et on a demandé aux Bretons de produire. Et comme les Bretons ne sont pas feignants, ils ont produit. Et comme en plus ils s'étaient organisés, les Bretons, ils ont organisé tout un système de production. Alors, ils ont inventé les coopératives, les groupements, enfin ils ont fait des trucs absolument extraordinaires. Et c'est vrai que la Bretagne, qui était l'une des régions les plus pauvres de France et d'Europe, rappelons-nous, et sur certains critères économiques et de développement, devenue une région hyper compétitive. Il suffit d'aller au SPAS d'ailleurs à Rennes tous les ans. Je ne sais pas si vous fréquentez ces lieux-là, mais c'est assez marrant d'ailleurs d'aller voir. Et la Bretagne est vraiment une terre d'industrialisation de l'agriculture. Alors tout ceci, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et on a même appelé cette agriculture, avec un terme, on a dit que c'était hors sol. C'est-à-dire que c'était même plus dans le territoire, c'était hors sol. Voilà. Mais ce mot a de l'importance. Parce que ça situe bien finalement, dans cette affaire, le renoncement des collectivités. Et on est sorti aussi, il faut se dire les choses, où on était dans un système complètement de cogestion État-profession. Il faut quand même qu'on se dise les choses. La question agricole n'appartenait plus au territoire. La question agricole n'appartenait qu'à la profession agricole majoritaire, bien évidemment, puisqu'il y a des élections comme partout, et à l'État. L'État qui avait pour mission de développer cette région. Et on a fait. Et on a fait. Et on a triché. Et il faut se le dire tous ensemble, c'est pas la peine de se raconter ça. On a triché. Et la meilleure preuve, c'est la règle sur les installations classées de 76, qui disait, niveau national, vous ne pouvez pas produire plus de 40 porcs hectares. Et nous, en Bretagne, on a transformé ça. On a dit 40 places de porcs hectares. Donc on a multiplié par 2,5. Mais on l'a fait, ça. Et au vu et au su de tout le monde. Et il a fallu prendre conscience, parce que d'un autre côté, ça nous a permis de produire. Et produire beaucoup plus qu'on en avait besoin, bien évidemment. Et de construire des systèmes coopératifs de transformation assez exceptionnels. Mais c'est ça la réalité bretonne aujourd'hui. Et vous avez vu les dégâts qui sont posés derrière l'affaire Doux, par exemple, aujourd'hui, avec ce système. Mais n'empêche que c'est la réalité bretonne. Qu'on veuille ou pas, qu'on puisse contester, c'est comme ça. Et c'est de la situation-là qu'on parle. Et je répondrai à Anne-Marie tout à l'heure sur les financements. La question que m'a posée tout à l'heure quand je touchais à mon téléphone. C'est notre histoire. Et alors, le constat derrière, dégradation de la qualité des eaux, évidemment. Évidemment. Ressenti beaucoup plus tôt que d'autres régions, à cause de la sensibilité. Mais aussi à cause de la sensibilité. Parce que la région Bretagne a été montrée du doigt, continue à être montrée du doigt d'ailleurs. Mais attendez, je crois qu'elle n'est pas la seule, hein. Je crois même que c'est l'une des régions qui est peut-être en train de changer un peu les choses. Donc je voudrais surtout qu'on arrête de se tirer dessus.
Parce que sans doute qu'on a des choses à se faire pardonner, mais je voudrais aussi qu'on prenne conscience de la mobilisation qu'il y a dans cette région autour de ce sujet aujourd'hui. Comme il y a peut-être dans aucune autre région de France. Cette capacité qu'ont les acteurs bretons, associations, agriculteurs, élus locaux aujourd'hui à parler de ces sujets, même si c'est difficile, même si c'est conflictuel. Et on se souvient de la manifestation sur la question des algues vertes en Finistère il y a 1 an et demi, sur la plage, vous vous souvenez? Bon, donc on en est encore là, c'est très difficile. Mais ceci dit, aujourd'hui, les Bretons savent ce qu'il faut faire. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. On sait ce qu'il faut faire, ça a été dit. Ça vient d'être dit. Il faut quoi? Alors, donc, dégradation de la qualité des eaux, bon. Il faut quoi? Il faut redonner du sens. Et c'est le développement économique de la Bretagne, et c'est son aménagement du territoire, qui fera la qualité de l'eau de ses rivières et de ses estuaires. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est le développement économique, donc la question agricole sur la Bretagne et l'aménagement de la Bretagne sur tous les autres équipements, et la question de l'urbanisation est une vraie question pour la Bretagne aujourd'hui, à cause de son attractivité, et notamment des secteurs littoraux, mais c'est ces choses-là qui feront la qualité de l'eau des rivières, des estuaires et de notre environnement. Alors maintenant, comment on fait? Et c'est ça la difficulté, comment on fait? Alors nous, la proposition que l'on fait en région Bretagne, d'abord c'est de dire la Bretagne est malade, elle se soigne, il faut dire la vérité, mais pas de guerre civile. Il faut qu'on essaye de construire autrement les choses. Et on parle bien, et je crois qu'il faut le dire, de métamorphose des systèmes. Il faut changer les choses. Maintenant, les choses ne se font pas, ça a été dit tout à l'heure, du jour au lendemain, par un claquement de doigts, par des pourcentages ou des choses comme ça. On prend la réalité, on essaie de faire évoluer les choses. Une région, une entité hydrographique, 21 sages. Parce que je vous rappelle que les structures de bassin versant sont nées en Bretagne aussi. Mais elles avaient 2 défauts. Elles n'intégraient pas tout le territoire et elles n'intégraient pas les questions du littoral. Et on voit bien que les questions du littoral aujourd'hui sont fondamentales aussi. Hein, et le développement de la Bretagne passe aussi par la qualité de son littoral. Donc aujourd'hui, il faut passer d'un stade de contractualisation, Benoît, à un stade de mise en place d'outils de planification. Et là, c'est vrai que les 21 sages, c'est important. C'est des outils de planification, mais c'est surtout des ambitions territoriales. Des ambitions territoriales. Il faut que les territoires construisent leur ambition territoriale, les solidarités de l'eau dans le territoire. Ça a été dit par le collègue de Lorient. Solidarité amont-aval, solidarité ville-campagne, solidarité financement. Vous l'avez posé tout à l'heure à travers la question de l'eau que l'on produit et des conséquences pour l'activité agricole. Ça fait partie du contrat qu'on doit définir dans un sage. C'est-à-dire que l'eau a des usages. L'eau, il y a des solidarités, il y a des partages. Et on ne pourra pas tout faire avec. C'est pas vrai. Donc il faut organiser le territoire à partir d'un outil fédérateur qui doit être le sage. 21 sages, 21 outils de planification, 21 ambitions, un diagnostic, des scénarios, une enquête publique et ensuite des programmes d'action. Et il faut qu'on ait du sens. Et le sens aujourd'hui pour nous en région, c'est que la région soit un peu, ait un peu un rôle d'assembleur, de coordonnateur, de facilitateur des ambitions territoriales autour des 21 sages. Aujourd'hui, quand vous faites un dossier de l'eau en Bretagne, quel que soit votre maître d'ouvrage, que vous soyez agriculteur, élu local, industriel, aujourd'hui, c'est 5 dossiers qu'il vous faut. Il vous en faut un pour le département, un pour la région, un pour l'agence, un pour l'État, un pour l'Europe. Et on n'a pas les mêmes financements. Et en plus, aujourd'hui, on n'a plus d'argent. C'est ça la réalité. C'est simplement vous donner quelques chiffres. Budget de la région, 1,2 milliard d'euros. Facture d'eau des Bretons, 600 millions d'euros. Facture de la PAC en Bretagne, 582 millions d'euros. Budget de la région Bretagne sur le dossier de l'eau, 4 millions d'euros. C'est-à-dire rien. Aucune responsabilité. L'eau, en France, tout le monde s'en occupe. Sauf quand il y a un problème. Il n'y a plus personne. Et la région Bretagne, aujourd'hui, revendique dans ce cadre-là un rôle stratégique. Et nous, ce qu'on pense, c'est bien par un guichet unique de l'eau en Bretagne. Et on reste et on revendique notre place dans l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Mais on revendique un stage breton. On revendique un stage breton. Parce que les problèmes des Bretons, ce n'est pas les problèmes de l'agence. On revendique une régionalisation des aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en Bretagne. 60 millions d'euros par an.
On revendique la gestion du deuxième pilier de la PAC au moins, puisqu'on n'aura pas le premier, 60 millions d'euros par an. Bon, on va le demander, et tu connais la réponse aussi. Bon, et on demande un guichet unique et une ambition unique autour des 21 sages, pour donner de l'efficacité à l'action. Ah, vous allez me dire, très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer radicalement les choses. Et on rentre dans le dur sur la question de l'agriculture et les questions que vous avez posées. Je crois que la vraie métamorphose de l'agriculture passera par le foncier. Ça a été dit tout à l'heure. Par l'accès au foncier. Et par le rôle des collectivités pour donner accès au foncier. Et comme Gilles Huet l'a dit, c'est pas normal qu'on se mobilise pour le dernier boulanger de la campagne et pas pour le paysan du coin. Vous voyez, les communautés de communes, moi je suis président d'une communauté de communes, on est bien content de sauver le dernier commerce dans le milieu rural. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la profession agricole? Rien. Parce qu'il n'y a plus de discours. Il n'y a plus de pensée. Comme si ce n'était pas de l'économie. Comme si l'agriculture, ce n'était pas de l'aménagement de l'espace. Comme si ce n'était pas du viens vivre dans le territoire. Comme si ce n'était pas de la biodiversité, de la zone humide, de l'aménagement du territoire. Eh ben, faut se réapproprier la question agricole dans les territoires. Il faut qu'elle soit au cœur des politiques publiques, au cœur du projet économique des communautés de communes. Et moi, je pense que la question agricole passe par l'accès au foncier et la transmission pour d'autres modèles d'exploitation dans les territoires, notamment les plus sensibles. C'est évident. C'est évident. Et l'accès au foncier, la création de l'établissement public foncier en Bretagne, sur lequel on travaille avec l'État, avec la SAFER, ben c'est aussi pour donner accès au foncier à d'autres modèles. Parce qu'on sait la difficulté pour les autres modèles d'intégrer le milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'argent. Parce que celui qui a la terre, il a le droit à produire. Et celui qui a le droit à produire, voilà, vous connaissez la suite. Donc c'est ça le sujet. C'est donner accès, donner la possibilité. Et tant qu'on agira sur des territoires organisés avec des exploitations en place, on fera des progrès. C'est la question des chartes algues vertes. On fait des progrès, parce qu'il ne faut pas dire qu'on ne fait pas de progrès sur les modèles traditionnels, mais sans doute insuffisants. Mais si on veut vraiment changer les modèles, il faut qu'on puisse agir sur le foncier. Et c'est tout l'objet de l'établissement foncier et du rôle des collectivités dans l'installation des jeunes en agriculture. Ça, c'est une responsabilité. Et comme j'ai la chance aujourd'hui, enfin la responsabilité de travailler sur ce que Gwenegan avait fait, les politiques territoriales, les contrats de pays en Bretagne. On a 21 contrats de pays en Bretagne qui arrivent à expiration. Il nous faut imaginer une troisième génération de contrats de pays en Bretagne. Eh bien, approprions-nous dans les contrats de pays la question de la politique agricole, à travers la nouvelle alliance notamment. Approprions-nous ces sujets-là. Essayons non seulement de donner accès aux fonciers, mais d'imaginer l'économie territoriale autour d'autres agricultures. Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est de mettre en lien les agriculteurs installés dans des productions intensives, mais qui n'ont d'autres modèles que ça aujourd'hui, et surtout des dettes à rembourser, des remboursements à faire. Et finalement, leur horizon, il est totalement bouché. Et tant qu'on n'aura pas d'alternative économique, notamment dans ces territoires, on n'y arrivera pas. Donc c'est à nous aussi de construire ça. C'est à nous de construire ça. Alors c'est vrai que le travail est phénoménal, l'ambition elle est bien là, parce que si la région Bretagne demande l'expérimentation à l'eau aujourd'hui, ce n'est pas pour fuir ses responsabilités, c'est pour les assumer totalement, avec tout le risque que ça comporte en termes de difficultés. Mais sachez que si on le fait, c'est qu'on considère aussi que la Bretagne souffre trop aujourd'hui. Vous savez, la question des algues vertes, c'est pas à vous que je veux dire ça. Vous voyez l'image catastrophique que ça peut donner de notre région. Alors que c'est une région quand même assez exceptionnelle. Hein. Donc à nous aussi de se saisir de cela, sachant que la question environnementale, c'est la question de notre développement. Et il n'y aura de développement économique en agriculture comme ailleurs de qualité et pérenne que si on règle les questions environnementales. C'est clair. Donc on est face à un défi, on est face à sans doute un chantier extraordinaire, mais c'est un chantier enthousiasmant, je crois. Vous savez, j'étais au Cambou l'autre jour, en plein centre-Bretagne. Tu vois, Jean-Pierre, à peu près où c'est. Et je discutais avec le maire et je lui demandais, il avait 1500 hectares de surface agricole utile sur sa commune, je lui demandais combien d'exploitations il restait. Il en reste une vingtaine. Et il me dit, je suis vraiment en difficulté parce qu'il y en a une dizaine qui vont disparaître. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est aussi la question de l'emploi dans les territoires qui est posée. Parce qu'on sait que l'agriculture, et c'est une commune où peut-être, il y a 20-30 ans, il y avait une centaine d'exploitations, et peut-être plus. Vous voyez, c'est la question
de l'emploi, de la production, du bien-être, de la qualité de vie. Et je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se réapproprie, nous, aussi, élus territoriaux, élus locaux. Et comme si, alors je me suis souvent posé la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là, à ce divorce finalement dans le débat agricole dans nos communes? Moi je pense que l'une des raisons, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la cogestion. Il y en a une autre, c'est qu'à chaque fois qu'on a consulté les collectivités sur le sujet agricole, ça a été pour leur demander l'avis sur les installations classées. C'était pas le meilleur truc qu'on faisait. Hein. C'était pas le meilleur truc qu'on faisait. Parce qu'en plus, on demandait l'avis au conseil municipal pour un citoyen qui habitait la commune. Enfin, vous voyez, les tensions que ça pouvait générer, c'était plus facile quand c'était l'adversaire politique qu'il fallait... hein. Vous voyez, mais c'était très ambigu. Mais je vais vous raconter une autre anecdote. Et avec le préfet de région, on a bien avancé sur le sujet. Mais on a eu des présidents de sages, puisque la Bretagne est intégralement couverte de sages aujourd'hui, qui ont demandé à être consultés dans le cadre des installations classées agricoles. Et au début, certains collègues nous disaient « Ah ben non, ce n'est pas notre sujet ». Comme si une question d'installation classée sur un bassin versant, ce n'était pas une question d'usage. Donc c'est pour vous dire le traumatisme qu'on avait vécu. Donc il va falloir changer cela, changer nos modes de pensée, s'approprier la question agricole, parce que c'est une question fondamentale pour la question de l'eau en Bretagne, et construire avec vous. Et là, je voudrais terminer là-dessus, parce qu'on a besoin de vous. Je sais que pour vous, ce n'est pas toujours facile, et ça a été dit tout à l'heure par le collègue sur les dossiers algues vertes. Évidemment que nous, quand on a signé des chartes algues vertes, on aurait préféré qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation autour de la question du bio, parce qu'a priori, quand même, c'est plus compatible avec les sujets que l'on traite. Mais encore une fois, on fait avec les acteurs locaux. Et on ne peut pas obliger les gens non plus à s'engager dans une filière qu'ils ne souhaiteraient pas. Donc il faut aussi qu'on ait cette capacité à aider, à mobiliser, à mettre en relation, en lien avec le foncier. Donc voilà, il y a un travail exceptionnel à faire, mais encore une fois, on aura besoin de vous et de réfléchir avec vous sur tout ça, parce que c'est des questions fondamentales pour la Bretagne et pour son agriculteur. Merci, monsieur le vice-président.